Oui. Bien, d'accord. Donc, voilà, donc on a fini donc le premier chapitre. Donc le premier chapitre, donc ça traitait d'un peu de généralité, donc et donc de méthodes donc préparatives donc pour l'analyse. Donc si vous avez suivi depuis le début, donc en fait on a été et voir ce que c'est qu'un échantillon, puis donc comment obtenir cet échantillon, et puis donc comment peut-on préparer cet échantillon pour qu'on puisse faire notre analyse. Alors déjà, donc on avait commencé par dire, donc en fait, analyse, ça peut être quelque chose de qualitatif et ça peut être quelque chose de quantitatif. Alors ça peut être quelque chose de qualitatif, donc c'est-à-dire quelque chose qui va décrire une propriété, une structure d'une substance. Ou bien ça peut être quelque chose de quantitatif, c'est-à-dire tout simplement qu'à la fin, comme résultat, vous aurez donc quelque chose donc de chiffré, donc quelque chose de une quantité, donc un chiffre, donc qui peut être une concentration, une quantité de matière, une masse ou autre. Alors dans ce chapitre, comme j'ai dit, donc on avait traité donc de tout, de différents aspects, pas de tout, mais de différents aspects, donc qui doivent donc venir avant donc l'analyse elle-même, avant donc cette détermination, donc soit de la nature de la substance, donc soit de sa quantité. Alors, on a parlé donc des conditions de conservation, on a parlé d'extraction, on a parlé de précipitation, on a parlé de centrifugation, on a parlé de filtration. Donc, on a toutes ces étapes-là, comme je viens de le préciser, donc c'est des étapes préliminaires, c'est-à-dire qui, qui viennent avant de pouvoir déterminer donc ce qu'il y a dans votre échantillon, soit quantitativement, soit qualitativement. Alors aujourd'hui, donc on commence le second chapitre, donc dans lequel on va traiter de méthodes spectroscopiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle méthode spectroscopique? Alors ces méthodes spectroscopiques, donc ça signifie juste une chose, c'est toutes les méthodes qui ont comme principe une interaction entre la lumière ou, d'une manière générale, les ondes électromagnétiques et la matière. Alors la lumière visible, donc c'est une petite portion des ondes électromagnétiques. Alors toutes ces ondes électromagnétiques, donc ils interagissent avec la matière et c'est cette interaction avec la matière donc qui va nous renseigner, qui va nous donner des renseignements soit sur, comme j'ai dit, donc sur la nature de la matière, c'est-à-dire sur certaines de ses propriétés, soit sur sa structure, mais également sur sa quantité. Alors, un exemple tout simple donc, de cette interaction, ce qu'on appelle la vision d'une manière générale, ou les couleurs en particulier. Alors, on voit les choses parce qu'en fait, la lumière interagit avec ces choses-là. C'est pourquoi on les voit. Donc, en fait, c'est ce genre d'interaction donc qu'exploitent donc ces méthodes spectroscopiques. C'est parce qu'il y a une interaction entre les ondes électromagnétiques et si dans la vision entre la lumière visible et la matière, qu'on puisse voir des choses, qu'on puisse voir des objets et puis qu'on puisse voir la couleur. Alors maintenant, si on regarde juste ce que c'est que la couleur, en fait, donc si vous regardez un peu autour de vous. Donc, si vous voyez des couleurs, donc si vous voyez du rouge, donc il y a une demoiselle ici vêtue de rouge. Si vous regardez donc cette couleur rouge, c'est parce que tout simplement, en fait, la lumière, il a interagi avec une molécule et cette interaction a été interprétée
pas dans votre œil, pas dans vos yeux, mais il a été interprété dans votre cerveau comme étant du rouge. Alors en fait, c'est quoi ces interactions? Alors vous savez donc que la lumière, donc on vous l'a dit donc depuis le primaire peut-être, c'est que ça contient en quelque sorte toutes les couleurs. C'est ce que vous pouvez retrouver en faisant passer un faisceau de lumière à travers un prisme. Donc vous voyez différentes couleurs. Alors ces différentes couleurs en fait dans la lumière, ils correspondent à différentes longueurs d'onde, à différentes radiations, à différentes ondes électromagnétiques. Alors c'est-à-dire dans cette lumière blanche, dans cette lumière du jour, pardon, donc il y a tout ça. Il y a un ensemble de radiations, il y a un ensemble d'ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, cet ensemble d'ondes électromagnétiques en interagissant avec des objets, il se trouve que ça leur confère une certaine propriété qu'on appelle la couleur. Alors je reviens donc à cet exemple, à une couleur donnée. Donc si vous voyez du rouge, c'est qu'en fait, toutes les radiations de la lumière R ont été absorbées par cet objet, sauf le rouge. En fait, si vous voyez une radiation rouge, c'est parce qu'en fait, toutes les autres radiations qui proviennent d'une source lumineuse blanche ont été absorbées par l'objet. Et l'objet, il a renvoyé des ondes caractéristiques du rouge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair? Donc c'est pourquoi je vous dis, donc il me faut un minimum de personnes sur l'écran, donc au moins pour que je puisse voir un peu, donc estimer, donc apprécier donc leur réaction. Alors je répète donc, si un objet a une couleur, c'est qu'en fait il va recevoir toute la lumière avec toutes les radiations différentes de la lumière blanche. Et ce qu'il renvoie, ce qu'il réfléchit, ce qu'il renvoie vers nos yeux, c'est un seul type de radiation. C'est-à-dire toutes les autres, en fait, il ne les renvoie pas, il les absorbe. Il renvoie juste un seul type de radiation, et ce type de radiation correspond à une couleur. En fait, il correspond, c'est notre cerveau qui le fait correspondre à une couleur. Ceci dit, donc, en fait, peut-être vous devez être sans savoir qu'en fait, tous les animaux ne voient pas les mêmes couleurs. C'est-à-dire, ce qui nous paraît rouge, pour un chat, n'est pas forcément du rouge. Ce qui nous paraît vert, pour un chat, ce n'est pas du vert. Ou pour une abeille, ce n'est pas du vert ou ce n'est pas du jaune. Donc, en fait, l'interprétation de ces radiations au niveau du système nerveux, ça diffère d'un animal à un autre. Alors maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est juste pour vous donner un exemple de cette interaction entre les ondes électromagnétiques et la matière. C'est-à-dire que cette matière-là, il va interagir d'une manière ou d'une autre avec ces ondes électromagnétiques, et de cette interaction-là, que va naître un certain nombre d'informations. Et c'est ce genre d'informations, donc en fait, que nous exploitons pour avoir des renseignements sur cette matière. Alors maintenant, si on connaît ou si on sait donc en fait que le Soleil est formé d'hydrogène, c'est en fait grâce à ça, parce qu'en fait les radiations émises par le Soleil donc correspondent à un spectre bien donné, bien déterminé. C'est le même spectre de radiation émise lorsque vous brûlez de l'hydrogène. Si vous avez de l'hydrogène dans une bouteille, donc et vous le brûlez, c'est-à-dire donc vous provoquez une réaction de combustion d'hydrogène. Donc le spectre de radiation électromagnétique que vous allez avoir, c'est le même spectre électromagnétique donc qui nous provient
du Soleil. Donc, en fait, c'est ce genre d'interaction qu'on va exploiter pour avoir des renseignements et pour faire notre analyse. Alors déjà ici, donc, je vous ai parlé de deux choses différentes. Je vous ai parlé donc d'un objet qui va recevoir des radiations. Quand je vous ai parlé de la couleur, je vous ai dit donc il y a un objet qui va recevoir des radiations électromagnétiques. Donc c'est-à-dire de la lumière blanche. Il va absorber certaines radiations, il va réfléchir d'autres radiations, et c'est ce qu'il réfléchit. Donc on va l'interpréter comme étant de la couleur. Alors ça, Alors je vous ai parlé, donc quand je vous ai parlé du Soleil, d'un autre type de chose, donc c'est-à-dire un objet de la matière qui va émettre des radiations. Il ne va pas les recevoir, donc, mais il va les émettre. Et là, donc déjà, vous avez deviné, donc à travers ces deux exemples-là, donc on peut définir deux types de spectres, ce qu'on appelle un spectre d'émission et un spectre d'absorption. Alors, un spectre d'émission, donc c'est lorsqu'un objet émet de la lumière. Et tous les objets peuvent émettre de la lumière, enfin de la lumière visible ou pas visible. Donc, en fait, il faut parler d'ondes électromagnétiques. Donc, la matière est capable d'émettre des ondes électromagnétiques. Il est capable aussi, la matière, d'interagir avec les ondes électromagnétiques qui proviennent donc de l'extérieur. Alors, un objet, donc s'il reçoit de la matière, donc il faut parler de matière, donc de la matière, s'il reçoit suffisamment d'énergie, donc il va rayonner, il va émettre des radiations électromagnétiques. C'est ce qui se passe dans les étoiles, par exemple. C'est ce qui se passe lorsque vous mettez un fer dans du feu. Alors le fer finit par rougir. Vous l'avez tous constaté, oui ou non? Oui, Vous monsieur. mettez du fer sur le feu. Le fer finit par rougir. Alors s'il rougit, c'est qu'il émet de la lumière, c'est qu'il émet des radiations électromagnétiques. C'est que les atomes de fer, ils ont eu suffisamment d'énergie pour émettre des radiations électromagnétiques, donc sous forme de lumière visible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les spectres d'émission. Et chaque matière, chaque atome, il a un spectre d'émission particulier. Alors c'est comme ça, en analysant les ondes électromagnétiques qui nous proviennent du cosmos, on peut avoir une idée sur la matière dont sont formées les étoiles, de la matière dont sont formés donc les astres. Donc vous en avez, je viens de vous donner un exemple tout simple. Donc tout le monde a déjà donc vu, c'est en mettant un fer au feu, donc il finit par rougir. S'il finit par rougir, c'est qu'il émet de la lumière, c'est qu'il émet des radiations électromagnétiques. Et ça, c'est valable pour toute la matière, quelle que soit la matière. Et ça s'appelle des spectres d'émission. Alors, les autres spectres, c'est-à-dire un objet que vous allez irradier par des ondes électromagnétiques. Donc, ce n'est pas lui qui va émettre des ondes électromagnétiques. Donc, vous allez l'exposer à des ondes électromagnétiques. Donc, là aussi, donc, la matière donc, va interagir avec ces ondes électromagnétiques. Donc, soit pour absorber certaines radiations et pas d'autres, soit pour changer les caractéristiques de la radiation. Alors tout ça, ce sont des renseignements que les scientifiques exploitent pour avoir des renseignements sur la matière. Bien. Alors maintenant, donc, ça c'est le contexte général. Donc c'est les méthodes spectroscopiques, c'est tout ça. C'est à chaque fois, soit qu'il y a un spectre d'émission, c'est-à-dire qu'il y a une matière qui va émettre des radiations électromagnétiques. Alors, à travers ce qu'elle émet, donc ça va nous fournir des renseignements, ça va nous donner des renseignements et ça s'appellera des méthodes spectroscopiques.
Donc, soit que il y a vous avez de la matière et vous allez l'irradier, vous allez l'exposer à des ondes électromagnétiques et vous allez là aussi donc essayer donc d'en tirer des conclusions et à travers donc ces interactions, là aussi ce sont des méthodes spectroscopiques. Alors ceci donc c'est pour vous expliquer qu'en fait que ces ondes ces méthodes spectroscopique, c'est quelque chose de très, très large. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Il y en a de différents types. Il y en a énormément de méthodes spectroscopiques. On va essayer d'en voir deux seulement. Alors, il y a une, c'est la spectroscopie d'absorption UV visible que vous allez beaucoup utiliser dans vos travaux pratiques. Et puis, il y a une autre, c'est la spectroscopie infrarouge à transmission que vous allez peut-être donc pouvoir utiliser dans vos études supérieures, mais pas jusqu'à la licence, peut-être après. Donc, en tout cas, ce serait étonnant que vous l'utilisiez dans votre parcours jusqu'à la licence ou dans un parcours de biologie. Donc, ceci dit, donc en fait, on va essayer de voir juste deux méthodes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux, il y en a énormément. Il y en a énormément de méthodes spectroscopiques qui ont toutes pour principe ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des interactions avec des ondes électromagnétiques ou bien une émission d'ondes électromagnétiques. Alors maintenant, donc, essayons de commencer par le commencement. Déjà, donc, c'est quoi une onde électromagnétique? C'est quoi une onde électromagnétique? Qu'est-ce qu'on appelle onde électromagnétique? Alors, j'aimerais bien vous entendre, au moins pour me rassurer que je ne suis pas fou, donc que je parle à des humains et que je ne parle pas tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on appelle onde électromagnétique? Quand vous entendez onde électromagnétique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Champ magnétique. Personne? Le champ magnétique, monsieur. Alors, avant une onde électromagnétique, qu'est-ce qu'on appelle une onde? Quand vous entendez ce mot-là, onde, c'est quoi? Des radiations? Une vibration. Une vibration. Alors, mademoiselle Bellessri. Oui. Oui. Je vous écoute. Une onde, c'est une vibration. Oh, j'entends rien. Vous m'entendez, monsieur? Monsieur, je pense qu'il y a un problème. On parle depuis tout à l'heure, mais vous Alors, m'entendez mademoiselle pas. Bintou, donc, quand vous entendez onde, qu'est-ce que ça vous dit? Une émission de lumière. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, donc, mais Monsieur, c'est une il y a un vibration. problème, donc je ne vous entends pas. Monsieur, on s'entend entre nous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout tombe bien. Oui. Monsieur, on parle depuis tout à Oui ou l'heure. non? Oui, on vous attend. Parce que moi, je vous entends pas.
Monsieur, on parle depuis tout Il y à a un l'heure, mais problème vous quelque m'entendez part, pas. mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, donc bon. CPA. واش كتسمعوا شي حاجه الدراري؟ كتسمعونا لكن تنهضروا؟ Ah, راه من الصباح كنهضروا والو. CPA تسمع. المشكل من دوبا. Alors apparemment ça marche, donc je ne sais pas, donc, mais je ne vous entends pas. Alors, il y en a qui me répondent, donc en fait qu'une onde... alors, une onde, c'est une vibration, donc il y a quelqu'un donc, qui l'a mentionné, donc une onde, c'est une vibration. Alors, une onde, c'est un phénomène ondulatoire, c'est-à-dire c'est un phénomène donc, qui se répète, donc qui passe par un maximum et par un minimum et que ça continue comme ça, donc un certain moment. Donc, c'est ce qu'on appelle une vibration et c'est ce qu'on appelle une onde. Alors maintenant, une onde électromagnétique. Alors, une onde électromagnétique, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est une onde où il y a un peu d'électricité et un peu de magnétisme. Une onde électromagnétique. Alors, c'est-à-dire c'est une onde où il y a un champ électrique et un champ magnétique. Alors, ce qui vibre, ce qui change d'amplitude dans ces ondes-là, ce sont les champs électriques et les champs magnétiques. C'est-à-dire ce champ électrique, donc il va passer par un maximum, par une intensité maximale et une intensité minimale, il va se répéter comme ça à l'infini. Et de la même manière, donc ce champ magnétique, donc il va passer par un maximum et un minimum et va se répéter comme ça jusqu'à l'infini. Alors donc une onde électromagnétique, dans une onde électromagnétique, ce sont les deux qui vibrent. Ce sont les deux, c'est-à-dire aussi bien le champ électrique et le champ magnétique qui vibrent, donc qui changent d'amplitude dans l'espace. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est-à-dire, quand je parle de lumière, c'est la lumière visible, donc perceptible par nos yeux. C'est également une onde électromagnétique dans laquelle donc vibre donc en fait un champ électrique et un champ magnétique, et ça vibre dans des directions, dans des plans perpendiculaires. Donc ça, on vous l'a déjà expliqué. Donc c'est ça ce qu'on appelle une onde électromagnétique. La lumière visible, donc c'est également une onde électromagnétique, mais c'est pas la seule, donc c'est juste une petite partie des ondes électromagnétiques. Alors maintenant, qu'est-ce qui caractérise donc une onde électromagnétique? Qu'est-ce qui va faire la différence entre une onde électromagnétique et une autre? Donc en fait, La vitesse. ce qui va changer d'une onde électromagnétique à une autre, c'est soit ce qu'on appelle la longueur d'onde ou la fréquence. Alors la longueur d'onde, en fait, c'est la période, tout simplement. C'est-à-dire, c'est l'espace, c'est la distance, longueur d'onde, c'est une unité de longueur, c'est-à-dire on va la mesurer avec les unités de longueur, avec le mètre ou le kilomètre, comme vous voulez. Alors, c'est la distance qui va représenter la période, ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire c'est la distance qui va séparer deux points identiques de cette vibration. Alors, vous l'avez compris, donc cette vibration, c'est une répétition à l'infini de la même chose, c'est-à-dire d'un maximum et d'un minimum et ainsi de suite. Alors, donc, la distance qui va séparer deux points identiques, pas forcément les maximums, pas forcément les minimums, mais deux points identiques n'importe lesquels. Donc, cette distance-là qui les sépare, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, et c'est cette longueur d'onde-là qui va faire la différence entre les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire donc chacune, donc, elle aura une longueur d'onde bien déterminée et bien précise. Bien. Alors maintenant, donc on peut également donc différencier entre ces deux
entre les différentes radiations électromagnétiques par leur fréquence. Alors, la fréquence, c'est un peu l'inverse de la longueur d'onde. Alors, la fréquence, c'est en fait le nombre de fois. Donc, en fait, ces ondes, ils se propagent, c'est-à-dire, donc, ils vont voyager. Ils voyagent dans le vide, ils voyagent aussi dans l'air. Donc, c'est pas comme les ondes sonores. Les ondes sonores, c'est-à-dire, donc, la voix, vous m'entendez grâce aux ondes sonores et grâce aux ondes électromagnétiques et grâce à autre chose. Donc, mais en tout cas, si vous entendez votre voisin qui est juste à côté de vous, parce qu'en fait, il y a une vibration qui va sortir, donc en fait, de sa gorge, de sa bouche, donc de l'air qui va vibrer d'une certaine manière et qui va arriver jusqu'à votre oreille, et votre oreille donc est sensible à ces vibrations de l'air. Donc en fait, les ondes sonores, ils ont besoin d'un support pour se propager. Les ondes sonores se propagent obligatoirement dans l'air ou dans l'eau, ça se propage aussi dans l'eau, mais ils ont besoin d'un support pour se propager. C'est-à-dire, si vous êtes à l'extérieur de la Terre, si vous êtes dans le vide sidéral, donc vous ne pouvez pas vous entendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous parle, vous n'allez pas l'entendre parce que tout simplement, donc les ondes, la vibration de vos cordes vocales ne seront pas transmises à aucun support. Donc, il n'y a pas d'air. Donc, ça ne serait pas transmis, donc, et par conséquent, donc, en fait, il n'y aura aucun son qui sortira de votre bouche. Alors, ceci, donc, à l'inverse donc, des ondes électromagnétiques, les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de support. Donc, ça se propage sans support, ça se propage dans le vide. Donc, donc, on fait tout ça juste pour expliquer que ça se propage et que ça voyage, et pour revenir à la fréquence. Alors, en fait, la fréquence, si vous vous mettez devant une onde électromagnétique qui passe devant vous, le nombre de fois qu'un point donné de cette onde électromagnétique passe devant vous par seconde, le nombre de fois que ça passe par seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. C'est ce qu'on appelle la fréquence. C'est-à-dire, si vous prenez le maximum d'une longueur d'onde, alors en fait, il y a une vibration électromagnétique qui passe dans votre vous, donc en fait, il y a beaucoup de maximum donc, qui vont passer. Alors, le nombre de ce maximum qui passera devant vous en une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc, en fait, donc les ondes électromagnétiques, donc en fait, diffèrent les unes par rapport aux autres, par leur longueur d'onde et par leur fréquence. Alors, tout ça, en fait, c'est des rappels. Alors, tout ça, donc, c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc, est-ce que maintenant, donc, est-ce que vous arrivez à voir donc, le diaporama? Oui, monsieur. Oui, on voit. Oui, oui, monsieur. Donc, j'ai partagé donc, en fait, le support du cours. Donc, est-ce que vous arrivez à le voir? Oui, monsieur. Alors, très bien. Donc, en fait, tout ça, donc, c'est ce qu'on a déjà donc, expliqué. Donc, en fait, que la matière interagit avec les ondes électromagnétiques. Donc, en fait, les ondes électromagnétiques, ce sont des phénomènes vibratoires, dans lesquels donc, vibrent donc, des champs électriques et des champs magnétiques dans des directions, sur des plans perpendiculaires. Alors, en fait, donc, d'une onde à une autre, donc, en fait, ce qui change, c'est la longueur d'onde, c'est-à-dire c'est la distance entre deux points identiques de cette vibration, ou bien la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un point donné donc, passe dans l'espace en une seconde. Alors maintenant, donc, par rapport à ces ondes électromagnétiques,
Donc, en fait, ils ont deux natures. Donc, ici, donc, on a parlé juste d'un aspect, d'une propriété ou d'une nature de ces ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la nature vibratoire. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vibre, qui change d'amplitude, donc périodiquement et indéfiniment dans ces ondes électromagnétiques, c'est-à-dire ce champ électrique et ce champ magnétique. Alors, mais ces ondes électromagnétiques aussi, donc, ils transportent une certaine quantité d'énergie. Donc, ils ont deux natures, en fait. Une nature vibratoire, c'est-à-dire c'est des ondes, c'est des vibrations, c'est des radiations, mais en même temps, donc, ils transportent, il y a, en quelque sorte, de l'énergie dans ces ondes électromagnétiques. Donc, c'est ce qu'on a, ces énergies, il est sous forme de paquets, c'est-à-dire il n'est pas continu, ce qu'on appelle, pourquoi on l'appelle paquet ou quantum, c'est parce qu'il n'est pas continu. Donc, c'est-à-dire c'est des niveaux d'énergie, tout simplement. C'est des niveaux d'énergie, c'est des quanta d'énergie qu'on appelle des photons. Alors là aussi, donc, pour vous éviter donc, une erreur largement rencontrée chez les étudiants, on ne parle pas de photons uniquement pour la lumière visible. Quand on parle de photons, donc en fait, la majorité des étudiants pensent que c'est seule la lumière visible, donc a des photons. Alors, le terme photon, ça n'a rien à voir avec la lumière visible. On peut parler de photons pour n'importe quelle radiation électromagnétique. Alors maintenant, les radiations électromagnétiques, le spectre des radiations électromagnétiques, c'est ce que vous avez devant vous maintenant. Alors vous voyez, donc en fait, la lumière visible, c'est une petite proportion ici. C'est très, très, très réduit. Donc c'est juste les radiations qui ont des longueurs d'onde entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ce sont seulement ces radiations-là que nos yeux sont capables de détecter. Et ce sont des radiations que nos yeux détectent, c'est ce qu'on appelle lumière et c'est ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules radiations électromagnétiques qui existent. La majeure partie des radiations électromagnétiques, nos yeux sont incapables de les détecter. Alors maintenant, vous voyez dans ce schéma, dans cette figure, qu'en fait, le domaine des radiations électromagnétiques entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, c'est un domaine c'est un tout petit minuscule domaine, donc parmi les ondes électromagnétiques. Alors, le nanomètre, vous savez ce que c'est? C'est 10 puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire donc les longueurs d'onde qui ont cette dimension-là, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, donc c'est ce qu'on appelle la lumière visible. Ce sont en fait, si vous voulez donc bien l'exprimer, ce sont les radiations électromagnétiques dont nos yeux sont capables de les détecter. C'est-à-dire s'il y a une autre radiation, en fait en dehors de cet intervalle, donc nos yeux ne la détectent pas, nous sommes insensibles à ces radiations électromagnétiques tout simplement, et par conséquent, on a l'impression qu'on ne les voit pas, qu'ils n'existent pas, donc, mais voyez-vous, donc en fait, ça c'est juste une petite partie. D'accord? Alors maintenant, donc, toutes les radiations qui ont une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres, entre 800 nanomètres jusqu'à à peu près 0,1 cm. 0,1 cm, c'est 100 mm. Donc, entre 800 nanomètres jusqu'à 0,1 cm, donc c'est ce qu'on appelle des radiations infrarouges. Alors, pour les radiations supérieures au 0,1 cm, donc on va retrouver donc tout ce qu'on appelle les ondes radio. C'est-à-dire, donc si vous recevez des images sur votre téléviseur, si vous recevez des émissions sur votre radio, c'est grâce à ces ondes-là. Donc, ils ont une longueur d'onde supérieure à 0,1 cm.
C'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 100 mètres et plus. Alors 100 mètres, vous voyez déjà, donc c'est énorme. C'est-à-dire la distance entre deux points équivalents, deux points identiques dans ces longueurs d'onde-là, ils sont séparés par 100 mètres, c'est énorme. Mais ça reste encore même des ondes électromagnétiques. Et tout ça, donc en fait, c'est exploité donc, par différentes technologies donc, qui nous sont devenues familières dans nos vies, donc la radio, donc, à commencer par la radio, la télé et autres. Alors maintenant, si on regarde un peu donc maintenant donc les radiations électromagnétiques qui sont inférieures à 400 nanomètres. Donc en fait, inférieur à 400 nanomètres, on va retrouver l'ultraviolet jusqu'à 10 nanomètres. Donc on va parler du domaine de l'ultraviolet. Et dans cet ultraviolet, on va parler donc de du proche ultraviolet et du lointain ultraviolet. Ici, donc, et puis donc en dessous de 10 nanomètres, entre 10 nanomètres et 0,01 nanomètres, on parle de rayons X. Donc, voyez-vous, donc en fait, les rayons X, ils ont des longueurs d'onde de 1 centième du nanomètre. شريف اختي عتقتي داك المايك 1 centième du nanomètre, donc en fait, c'est la distance qui va séparer deux points identiques de ces longueurs d'onde-là, et c'est ce qu'on appelle les rayons X. Et puis, donc, en fait, les rayons gamma, c'est en dessous de ça. Les rayons gamma, c'est toutes les radiations électromagnétiques qui ont une longueur d'onde inférieure à 0,01 nanomètre. Et tout ça, c'est des radiations électromagnétiques de la même manière que la lumière visible. Sauf que tout ça, nos yeux ne le détectent pas. Mais les scientifiques, en fait, se sont débrouillés pour détecter tous les autres les radiations électromagnétiques et également pour les exploiter donc, pour différentes applications, donc en fait, y compris la télé et la transmission en direct. Alors maintenant, donc, si je vous pose la question, quelle est la vitesse de la lumière? Alors la vitesse de la lumière, donc on vous en a déjà parlé, donc c'est ce qu'on appelle la célérité, donc c'est la vitesse maximale donc, qu'il puisse y avoir, donc il n'y a pas de vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, il n'y en a pas, il n'y a aucune particule de matière qui peut aller à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, donc en fait c'est la vitesse limite, donc et cette vitesse limite, donc c'est quelque chose comme 300 000 mètres par seconde. Enfin, 300 000 kilomètres par seconde. Alors, imaginez un peu, donc arrêtez-vous une seconde pour essayer de se rendre compte de ce chiffre-là, 300 000 kilomètres par seconde. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui a mis le chiffre exact, oui, donc c'est à peu près ça, c'est 299 792, etc. Peu importe, c'est à peu près 300 000 kilomètres par seconde, ou 300 millions de mètres par seconde, comme vous voulez. Alors maintenant, 300 000 kilomètres par seconde, est-ce que vous vous en rendez compte de ce que c'est? Alors, la circonférence de la Terre, c'est combien? Si vous faites le tour de la Terre, ça fait quelle distance? Ça fait 40 000 kilomètres. Ça fait juste 40 000 kilomètres. Alors, en une seconde, la lumière, elle parcourt 300 000 kilomètres. Alors maintenant, on va essayer d'arrondir, on va dire qu'en fait, le tour de la Terre donc, fait juste 30 000 kilomètres. Alors la lumière, elle va faire le tour de la Terre combien de fois par seconde?
10 fois. Il va faire 10 fois, le monsieur. tour de la Terre 10 fois par seconde. 10 fois par seconde. C'est-à-dire un faisceau lumineux qui part de chez vous, il va passer par vous en faisant le tour de la Terre 10 fois en une seconde. Donc, c'est une vitesse énorme. Alors, malgré cette vitesse énorme, en fait, un rayon lumineux pour qu'il parvienne du Soleil jusqu'à la Terre, il va mettre à peu près 8 secondes. 8 minutes. C'est-à-dire, ce que vous voyez, le rayon lumineux que vous voyez donc, quand vous ouvrez les yeux donc, au Soleil, quand vous vous réveillez le matin, ou peu importe, au cours de la journée, ce rayon lumineux, il est sorti. Il a pris son départ du Soleil il y a 8 minutes, avant que ça arrive dans vos yeux. Alors, regardez tout d'abord, appréciez tout d'abord la vitesse de la lumière, et après, appréciez les distances dans l'univers. Les distances dans l'univers, ils sont énormes. Alors, le Soleil, et c'est juste à côté, le Soleil, donc notre Soleil, c'est juste à côté, donc c'est juste derrière notre maison. Alors maintenant, les distances dans l'univers, ça se mesure avec des millions d'années-lumière. Alors, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Alors déjà, il parcourt 300 000 km par seconde. Allez calculer combien ça parcourt en une minute. Allez calculer combien ça parcourt en un mois. Et allez calculer combien ça parcourt en une année. Et puis, allez calculer combien ça parcourt en millions d'années. Et c'est avec ça que les distances se mesurent dans l'univers. Là, c'est encore énorme, plus énorme. Donc, en fait, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination humaine parce qu'en fait, c'est des distances qu'on ne peut pas apprécier tout simplement. Tellement, c'est différent de ce qu'on vit, c'est différent de notre quotidien. Donc, mais c'est énorme, c'est des millions d'années-lumière. C'est-à-dire, et qui dit ça? En fait, dit tout simplement en fait que quand vous regardez une étoile qui est située à des millions d'années-lumière, vous êtes en train de voir le passé, tout simplement. Vous êtes en train de voir le passé parce que la lumière qui est arrivée aujourd'hui dans vos yeux, il est sorti de cette étoile-là il y a des millions d'années. C'est des millions d'années que ce rayon lumineux est sorti de cette étoile-là pour que ça vous arrive aujourd'hui. Donc, en fait, vous êtes en train de voir le passé. Vous n'êtes pas en train de voir le présent. Alors, ceci, ça implique autre chose. Ça implique en fait qu'il y a maintenant des étoiles qui sont éteintes. Il y a des étoiles qui sont éteintes, qui n'existent plus et qu'on continue à voir. On continue à les voir comme s'ils existaient parce qu'en fait, la lumière qui est sortie de ces étoiles il y a 1 million d'années, il y a des millions d'années, il continue encore son chemin à arriver jusqu'à nos yeux. Mais en réalité, les étoiles n'existent même plus. Ils ont déjà explosé, donc ils se sont déjà transformés en autre chose. Donc, mais on continue à les voir comme s'ils existaient, parce que tout simplement, donc cette distance qui nous sépare de ces étoiles-là, elle est énorme, et que la lumière continue à arriver jusqu'à nos yeux. Donc voilà, donc il y a différentes choses à expliquer autour de cette vitesse de la lumière. Donc, voilà, je vais finir par juste signaler autre chose. Une seule chose, je veux dire, c'est qu'en fait, ce rayon lumineux qui est sorti du Soleil, donc il va mettre 8 minutes pour nous arriver, et celui qui est déjà arrivé à nos yeux, il est déjà sorti du Soleil il y a 8 minutes. Et ça, c'est tout près, donc c'est juste la porte à côté. Donc, dans l'univers, donc notre Soleil, c'est juste la porte à côté. Donc, c'est juste votre voisin qui est juste à côté de vous. Alors maintenant, pour que ce rayon lumineux sorte du Soleil, ça lui a pris des millions, sinon des milliards d'années, pour qu'il puisse échapper au Soleil. C'est-à-dire, en fait, la majeure partie
la majeure partie des radiations électromagnétiques produites au Soleil, donc en fait, ils restent prisonnières du Soleil. Donc, ça reste à l'intérieur du Soleil. Pour qu'un rayon lumineux sorte du Soleil, ça lui prend des millions, voire des milliards d'années pour que ça puisse échapper au champ électromagnétique du Soleil. Donc, ça, c'est juste des petites notions donc, pour votre culture scientifique, donc si vous en avez envie. Alors maintenant, revenons donc à ce qui nous intéresse. Ici, donc, vous avez vu, donc, en fait, que ces radiations électromagnétiques sont très différentes et ça diffère par leur longueur d'onde et par leur fréquence, et que la lumière visible, ce qu'on appelle lumière visible, c'est juste une petite portion de ces ondes électromagnétiques. Alors maintenant, vous avez vu aussi que ça voyage à des vitesses énormes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, parce que par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre, donc ça voyage à 300 000 km par seconde, et c'est parce que ça voyage à ces vitesses phénoménales qu'on fait ce qu'on appelle le direct est possible. Si maintenant vous allumez votre téléviseur et vous pouvez suivre en direct des événements qui se passent au Japon, si vous pouvez suivre des événements qui se passent aux États-Unis ou ailleurs, c'est grâce à cette vitesse-là. C'est parce qu'en fait, la vitesse des ondes électromagnétiques, donc exploitée par votre téléviseur, donc en fait, il leur faut une fraction de seconde pour arriver des États-Unis jusqu'au Maroc. Et il leur faut une fraction de seconde pour voyager du Maroc jusqu'au Japon. Et comme ça, donc, si vous êtes au Japon, vous pouvez déjà voir ce qui se passe au Maroc en direct. Le direct, en fait, il est rendu possible grâce à cette vitesse énorme des ondes électromagnétiques, pas uniquement de la lumière, mais des ondes électromagnétiques générales. Il est rendu énorme parce qu'en fait, nos distances, ils sont infimes par rapport à la vitesse de la lumière, tout simplement. Les distances, ils sont infimes. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a un match de foot qui se passe au soleil, donc en fait, ce direct serait déjà pas très direct, il serait un peu différé. Donc, ça va prendre 8 minutes, c'est-à-dire vous ne pouvez voir que des choses qui ont déjà lieu il y a 8 minutes, c'est-à-dire vous serez toujours en retard de 8 minutes. Si vous voulez regarder des choses qui se passent dans l'univers, ailleurs, donc vous serez en retard de quelques millions d'années. Donc, en fait, ce sont les distances petites sur Terre, des distances tellement petites par rapport à la vitesse de la lumière qui rendent le direct possible. Donc, si vous regardez donc des choses sur votre téléviseur qui se passent donc quelque part donc sur notre planète et qui se passent donc à l'instant même où vous les regardez, c'est parce qu'en fait la distance elle est tellement faible, elle est tellement minime, c'est tellement rien du tout par rapport à la vitesse de la lumière. Alors dans l'univers donc en fait le direct n'est pas possible. Bien, alors on continue donc je disais donc en fait ces ondes électromagnétiques elles ont deux propriétés. Ils ont une propriété ondulatoire, vibratoire. Donc, c'est ce qu'on a expliqué donc, en parlant donc, de vibration d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et ça a également donc, une nature corpusculaire, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a des paquets d'énergie. Il y a des paquets d'énergie donc, qui sont également transportés donc, par votre radiation électromagnétique. Alors, c'est ce qu'on appelle des photons. Alors, tout à l'heure, donc, je vous ai bien précisé qu'en fait, ce terme-là, essayez donc, en fait, au moins de ne plus le faire correspondre uniquement à la lumière visible. Ce n'est pas uniquement la lumière visible qui a des photons. Donc, vous pouvez parler d'un photon infrarouge, vous pouvez parler d'un photon X ou d'un photon gamma, c'est-à-dire toutes les radiations électromagnétiques, elles possèdent des photons, c'est-à-dire des paquets d'énergie. Alors,
Alors maintenant, donc là aussi, donc on continue sur les rappels. Donc en fait tout ça, donc on l'a déjà expliqué. Donc en fait, la fréquence. Donc je vous ai expliqué qu'en fait que la fréquence, c'est le nombre de fois donc un point donné donc d'une onde électromagnétique passe devant vous en une seconde. Alors là aussi, donc on vous a déjà expliqué donc en fait que l'énergie transportée par une onde électromagnétique, elle est proportionnelle à la fréquence et il est inversement proportionnel à la longueur d'onde. C'est-à-dire en fait plus la fréquence est élevée, plus l'énergie transportée est élevée. Mais plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie transportée est faible. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans les radiations électromagnétiques, ce sont les radiations qui ont les longueurs d'onde les plus courtes qui sont les plus énergétiques. Donc, bien sûr, dans ce sens-là, ce sont les radiations gamma qui sont les plus énergétiques, suivies par les rayons X, suivies par l'ultraviolet, et puis suivies par la lumière visible. Et puis après, donc, viendront les ondes hertziennes, donc c'est-à-dire celles qu'on exploite pour la radio et pour la télévision, donc ils sont moins énergétiques que tout cela. Alors ici, donc en fait, vous avez donc cette formule, donc que l'énergie transportée, donc c'est H que multiplie la fréquence, H nu, donc c'est l'énergie donc transportée par une onde électromagnétique, donc il est proportionnel à sa fréquence. Il y a un coefficient de proportionnalité qui est H et qu'on vous a déjà expliqué comme étant la constante de Planck. Alors Max Planck, donc en fait c'est un physicien allemand donc qui a vécu donc à la fin du 19e siècle, donc jusqu'au début du 20e siècle, donc il a coïncidé un peu donc avec les débuts d'Einstein. Donc d'ailleurs, donc ils ont eu toute une histoire entre Max Planck et Einstein. Peu importe. Donc c'est peut-être pas le moment de raconter tout ça. Mais ce que je vais vous dire, donc en fait que cette constante, donc en fait c'est H. Ça s'appelle en fait. Pourquoi ça a son nom, ce nom-là, pourquoi on l'appelle H? Parce qu'en fait, ça vient du mot allemand Hilfe, c'est-à-dire au secours, aide. En fait, Max Planck ne croyait pas donc, la physique quantique, en quelque sorte, en l'état quantique de la matière. Donc, mais en fin de compte, à un certain moment, il a pour faire valider donc ces équations, pour faire valider des équations, il a été obligé d'introduire une constante qu'il a appelée H, qu'il a appelée Hilfe, c'est-à-dire qui vient de ce mot-là, Hilfe, aide ou au secours, et c'est pourquoi ça s'appelle H, tout simplement. Alors maintenant, donc, l'énergie quantique donc transportée par une onde électromagnétique, donc en fait, elle est proportionnelle à la fréquence, et le coefficient de proportionnalité, c'est en fait cette fameuse constante de Planck, c'est ce H-là. Alors maintenant, donc en fait, la célérité ou la vitesse c de la lumière, donc ça s'appelle aussi célérité, donc en fait c'est la longueur d'onde multipliée par la fréquence, c'est-à-dire c'est la longueur d'onde multipliée par le nombre de fois que passe cette onde devant nous, tout simplement. Le nombre de fois que ça passe multiplié par la longueur, ça vous donnera la distance, la distance qui est passée devant vous en unité de temps, c'est-à-dire ici par seconde. Alors, on peut en déduire qu'en fait, que la fréquence, en fait, c'est le rapport entre la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière et la longueur d'onde. Et par conséquent, cette énergie-là va devenir, donc, en fait, proportionnelle à la célérité, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, et inversement proportionnelle à la longueur d'onde.
Alors, donc, ça peut être autre chose. Alors, l'inverse de la longueur d'onde, alors, cette longueur d'onde, donc on la désigne par la lettre grecque nu. Alors ici, donc, vous voyez donc en fait que il y a cette lettre grecque nu avec un trait au-dessus, donc c'est ce qu'on appelle nu bar. Nu bar, et c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes, tout simplement. Alors, le nu bar, donc c'est l'inverse de la longueur d'onde, tout simplement. C'est 1 sur lambda, c'est 1 sur lambda, donc c'est ce qu'on appelle nu bar. Et ce nu bar-là, c'est ce qu'on appelle nombre d'ondes. C'est le nombre d'ondes. Alors, nu, c'est la fréquence, lambda, c'est la longueur d'onde, h, c'est la constante de Planck, c, c'est la vitesse de la lumière, nu bar, donc c'est 1 sur lambda, et ça s'appelle le nombre d'ondes. C'est bon? Alors maintenant, après cette introduction, on peut maintenant passer donc à ce qu'on appelle la spectroscopie UV visible. Alors vous avez compris donc en fait, qu'à chaque fois qu'il y a une radiation électromagnétique qui va interagir avec de la matière, vous avez quelque chose de spectroscopique, c'est-à-dire une méthode spectroscopique. Alors maintenant, si vous prenez juste le domaine de la lumière visible, donc ça va être de la spectroscopie visible. Si vous lui rajoutez le domaine de l'UV, ça va être de la spectroscopie UV visible. Alors, donc, si vous utilisez une radiation infrarouge, ça va être de la spectroscopie infrarouge. Alors, les rayons X donc, sont également utilisés en spectroscopie et ça aide pour déterminer donc, les structures cristallines. Et donc, en fait, toutes ces radiations peuvent être utilisées donc, et ça peut donner donc, un renseignement ou un autre, comme j'ai expliqué au tout début. Alors, en fait, c'est cette spectroscopie UV visible, c'est-à-dire cette spectroscopie dans laquelle on va s'intéresser à l'interaction juste de la lumière visible et de la lumière ultraviolette avec la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle spectroscopie UV visible. Donc, c'est cette spectroscopie-là donc, que vous allez avoir l'occasion d'expérimenter, d'utiliser dans vos travaux pratiques. Alors, donc, pour avoir ces renseignements, vous l'avez compris, donc il faut avoir de la matière, donc c'est de la matière quelconque, et que vous allez irradier avec une lumière, soit visible, soit ultraviolette. Sauf qu'ici, donc, il va falloir, pour avoir des renseignements sur toutes ces méthodes spectroscopiques, donc il faudra en fait irradier la lumière avec une seule radiation, avec une seule longueur d'onde. C'est-à-dire avec une radiation à une longueur d'onde déterminée. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'avoir des renseignements. Si vous les radiez avec plusieurs radiations qui ont des longueurs d'onde différentes, donc vous risquez de ne pas avoir donc grand-chose comme renseignement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas de spectroscopie UV visible. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait quand vous allez irradier de la matière, quand de la matière va recevoir une onde électromagnétique dans le domaine de l'UV ou du visible. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour les couleurs, donc en fait, donc quand vous allez irradier de la matière avec une onde électromagnétique, cette onde électromagnétique, donc soit elle va être absorbée
Alors, quand il est absorbé, donc il va disparaître. Donc, soit il va être renvoyé, c'est-à-dire ça ne va pas être absorbé. Donc, les deux, soit l'un, soit l'autre. Alors, s'il est absorbé, ça veut dire quelque chose. S'il n'est pas absorbé, ça voudra dire autre chose. Bon. Et ce sont ces sens-là qui vont nous aider à avoir des renseignements sur cette matière-là. Alors, quand vous allez irradier donc, les habits que vous portez avec de la lumière visible, donc c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe quand vous êtes sous une lumière du jour. Donc, on voit déjà l'objet, et puis on voit sa couleur. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que ça veut dire, donc, voir une couleur. Voir du bleu, c'est en fait tout simplement, c'est que un certain nombre de radiations, donc la lumière visible, donc c'est toutes les radiations entre 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. Ça veut dire que toutes ces radiations, en fait, ils ont été absorbées, sauf certaines radiations. Et ce sont ces radiations qui ne sont pas absorbées, qui arrivent, qui sont réfléchies et qui sont envoyées jusqu'à nos yeux. Et puisque nos yeux ne reçoivent qu'un type de radiation, ils ne reçoivent plus l'ensemble des radiations qui constituent la lumière blanche. Donc, ceci est interprété dans le cerveau comme étant une couleur, comme étant du bleu, du rouge, du jaune, etc. C'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, essayons de comprendre à une échelle atomique ce que c'est que cette absorption. Alors en fait, tout à l'heure, donc, je vous ai dit qu'en fait, ces radiations, donc en fait, ce sont des phénomènes vibratoires, mais également, donc ils transportent une certaine quantité d'énergie. Alors en fait, c'est cette quantité d'énergie qui est égale à H nu, H la constante de Planck qu'on multiplie la fréquence, qui va être absorbée, c'est cette énergie-là qui va être absorbée ou ne pas absorbée par les molécules. Alors ça veut dire quoi donc que cette absorption de cette énergie transportée par la lumière visible? Qu'est-ce que ça fait à l'échelle des atomes? En fait, des atomes aussi, donc vous savez donc qu'ils ont une structure quantique, c'est-à-dire que les électrons donc sont quantifiés, donc ils sont sur des couches énergétiques quantiques. Alors à chaque fois que vous entendez ce mot quantique ou quantifié, donc en fait ce qu'il faut comprendre, c'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas continu, c'est quelque chose qui est discontinu. C'est-à-dire vous avez 1, vous avez 2, mais vous n'avez pas 1,1, 1,11, etc. Ce n'est pas un truc continu. C'est-à-dire soit vous êtes là, soit vous êtes sur le niveau 1, soit vous êtes sur le niveau 2. Donc il n'y a pas les autres niveaux, il n'y a pas la continuité entre 1 et 2. C'est ce qu'on appelle donc en fait les niveaux quantiques ou quelque chose de quantique, c'est qu'il est discontinu, il n'est plus continu. Alors en fait, les niveaux énergétiques au niveau de l'atome, ils sont quantiques, c'est-à-dire les électrons sont soit à un niveau énergétique ou à un autre. Il n'y a pas une continuité, donc ou bien ils sont dans une marche, c'est comme dans des escaliers, ou bien ils sont dans une marche, ou bien ils sont dans la marche supérieure. Il ne peut pas être entre les deux. Alors maintenant, donc en fait, ces électrons, c'est ce qui réagit avec ces ondes électromagnétiques. Ce sont les électrons au niveau de l'atome qui vont réagir avec ces ondes électromagnétiques. Et il arrive qu'en fait, qu'ils peuvent absorber donc l'énergie transportée par une radiation électromagnétique. Alors maintenant, quand un électron absorbe une énergie d'une radiation électromagnétique, donc ça va lui permettre de passer d'un niveau énergétique à un niveau énergétique supérieur. Alors en fait, ce niveau énergétique supérieur, c'est ce qu'on appelle un état excité.
Alors, cet état excité, c'est pas un état stable. C'est pas un état où l'atome est stable. C'est pas un état où cet électron est stable. Alors, rapidement, l'électron, il va perdre de l'énergie et redescendre à son niveau énergétique fondamental. Alors, en redescendant sur le niveau énergétique fondamental, donc l'électron, il va céder l'énergie. Il va redonner l'énergie qu'il avait absorbée. Donc, il va la donner de différentes manières. Il va la restituer de différentes manières. Donc, il va la restituer donc parfois en émettant de la lumière, c'est-à-dire en émettant une radiation électromagnétique. Il va la restituer sous forme de chaleur tout simplement. C'est-à-dire, donc la matière, en fait, il va chauffer. Donc, il va dégager de la chaleur. Donc, il va la restituer par résonance, c'est-à-dire, il va la donner à un autre électron, d'un autre atome à côté. Et cet électron de l'autre atome, il va absorber cette énergie et il va également passer à un niveau énergétique supérieur et ça permettra de faire passer cette énergie de proche en proche, c'est-à-dire d'un atome, d'une molécule à une autre, comme ça, donc ça passera d'une molécule à une autre et c'est ce qui est important dans plein de phénomènes biologiques. Alors ici, donc c'est pas le moment dont on parlait. Alors maintenant, donc en fait, ce qui nous intéresse ici, donc en fait, que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, c'est pas tous les électrons, ils vont absorber une quantité d'énergie lorsqu'ils sont irradiés avec une onde électromagnétique. Donc, ça dépend des électrons, ça dépend des atomes, ça dépend des molécules, donc ça dépend d'électrons dans la molécule, ça dépend de beaucoup de choses. Mais quand ça arrive, donc il y a cette quantité d'énergie qui était dans la radiation électromagnétique, qui va être prise par l'électron. L'électron va passer à un état excité. L'état excité, il n'est pas stable, donc il va revenir sur l'état fondamental. Et en revenant sur l'état fondamental, l'électron, il va restituer, il va redonner l'énergie qu'il avait absorbée. Il ne va pas la redonner forcément comme lumière ou comme radiation électromagnétique. Il va la restituer sous différentes formes. Il va la restituer parfois comme une radiation électromagnétique. C'est ce qu'on appelle la fluorescence. Il y a de la matière qui, quand vous l'irradiez, avec une radiation électromagnétique, il va dégager une autre lumière. C'est ce qu'on appelle la fluorescence. Donc, ce qui est fluorescent, c'est comme ça. Toutes les matières fluorescentes, c'est comme ça en fait. Ils vont absorber de la lumière, ils vont absorber l'énergie dans des radiations électromagnétiques et ils vont donner une autre radiation électromagnétique qui a une longueur d'onde supérieure à celle-là, c'est-à-dire qui a un niveau énergétique plus inférieur. Ils ne peuvent pas donner plus d'énergie qu'ils ont absorbée, mais ils vont donner moins d'énergie qu'ils vont absorber parce qu'il y aura toujours une perte. Et comme ça, donc la longueur d'onde de la radiation émise dans ce cas-là, il est inférieur à la longueur d'onde, il est supérieur, pardon, à la longueur d'onde de la radiation absorbée. C'est-à-dire, il va absorber quelque chose qui est plus énergétique, il va donner quelque chose qui est moins énergétique. Alors, c'est ce qu'on appelle la fluorescence. Alors, donc, il peut restituer cette énergie par la chaleur. Donc, c'est ce qui arrive le plus souvent. Quand vous mettez quelque chose sous la lumière, donc ça va chauffer. Ça va chauffer parce qu'en fait, il a pris de l'énergie de la lumière et il va la restituer sous forme de chaleur. Alors, ou bien, ça peut également, il y a un autre phénomène, donc c'est-à-dire qu'il va faire circuler en quelque sorte cette énergie, c'est-à-dire il va la prendre et il va la transmettre de petit en petit, de la molécule qu'il a absorbée à la molécule juste à côté, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Ce phénomène-là, et c'est un phénomène qui a de l'intérêt dans la photosynthèse. C'est comme ça que les plantes utilisent l'énergie lumineuse, c'est-à-dire il y a des molécules qui vont absorber l'énergie de la lumière et qui vont la transmettre de proche en proche par le phénomène de résonance, donc jusqu'à une synthèse organique.
Donc ça, ce n'est pas l'objectif de notre cours. Alors maintenant, vous avez compris donc ce qui se passe. Alors quand il y a absorption, c'est-à-dire quand il y a cette radiation électromagnétique qui va rencontrer une matière et que il va se passer un phénomène d'absorption, c'est-à-dire cette radiation, l'énergie de cette radiation-là, il va être absorbé par les électrons des atomes de la substance, de la molécule donnée. Donc, vous aurez une intensité inférieure de votre radiation. C'est-à-dire, vous allez irradier votre matière avec une certaine intensité lumineuse, avec une certaine intensité d'une radiation. Ce que vous allez récupérer après, c'est moins d'intensité. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui a été absorbée par votre matière. Et ce phénomène d'absorption, c'est ce qui constitue le principe de la spectroscopie UV visible. C'est-à-dire donc tout ce que vous allez utiliser dans vos travaux pratiques comme spectroscopie UV visible, donc le principe, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, vous allez irradier votre matière avec un faisceau lumineux, avec une longueur d'onde bien déterminée, et les molécules que vous avez dans votre échantillon vont peut-être absorber une certaine quantité, mais quand ça arrive, donc vous l'aurez irradié avec une intensité lumineuse, et vous allez récupérer une autre intensité lumineuse, bien sûr, inférieure. Alors, la quantité qui a disparu, la quantité qui est absorbée, donc en fait, il va correspondre en quelque sorte à la quantité de matière. Et c'est ça l'astuce, et c'est ça l'application. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de faire correspondre la quantité de cette énergie lumineuse qui a disparu à la traversée, quand cette lumière a traversé votre échantillon, on va la faire essayer de dire, donc s'il y a cette quantité qui a disparu, c'est parce qu'on a tant de matière, et c'est comme ça qu'on va essayer de relier ça à la quantité de matière, et c'est la base, donc en fait, de la spectroscopie UV visible. Donc la spectroscopie UV visible, ça permet de donner une quantification. Ça permet de donner un renseignement sur les quantités de matière, essentiellement. La spectroscopie UV visible, ça ne va pas permettre de donner des renseignements sur la structure de la matière. C'est-à-dire, ça ne va pas vous permettre de dire que vous avez telle matière ou telle autre, que vous avez telle famille chimique ou telle autre. Donc ça, ce n'est pas possible à travers la spectroscopie UV visible. Mais ça va vous aider à connaître la quantité de matière parce que tout simplement, donc, les scientifiques ont réussi à avoir la relation qui relie la quantité d'énergie qui a disparu et la quantité de matière. Et en fait, ils sont proportionnels, donc je vous le dis tout de suite, donc on détaillera ça la prochaine fois. Donc, ils sont proportionnels, c'est-à-dire plus il y a de l'absorption, plus vous avez de la lumière qui a disparu au contact de votre échantillon, plus vous avez de la matière. C'est-à-dire comme ça, vous dites, donc j'ai perdu 50% de mon intensité lumineuse, et si j'ai perdu 50% de mon intensité lumineuse, c'est parce que j'ai tant de matière. Donc voilà, donc c'est cette relation donc, qui va vous permettre de déterminer, d'avoir un renseignement sur la quantité de matière à travers donc, cette interaction de la lumière UV visible avec votre échantillon. Bien, alors maintenant, donc en fait, les appareils qui font ça, donc on les appelle des spectrophotomètres, UV, des spectrophotomètres UV visibles. Et le principe, il est tout simple, c'est ce que je viens d'expliquer ici. C'est-à-dire vous avez une source de lumière, donc qui va vous donner une radiation électromagnétique d'une longueur d'onde bien déterminée.
Donc, en fait, ici, donc, ça va vous donner un ensemble, une source de lumière, ça va vous donner un ensemble de radiations qui sont toutes différentes par leur longueur d'onde et leur fréquence. Et vous avez un monochromateur, c'est-à-dire comme un prisme, qui va vous sélectionner un seul type de radiation. Et cette radiation-là va traverser votre échantillon. Et vous allez mesurer, en fait, votre appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer l'intensité de la lumière avant qu'il traverse votre échantillon. Il va remesurer l'intensité de la lumière après qu'il sort de votre échantillon. En fait, et entre les deux, il se peut qu'il y ait quelque chose qui a disparu. Et ce quelque chose qui a disparu, en fait, c'est ce qu'on va déduire et c'est ce qui va nous renseigner sur la quantité de matière. Alors ici, donc l'intensité de lumière donc, que vous faites traverser votre échantillon, c'est ce qu'on appelle l'intensité de lumière émise ici. Donc c'est ce qui est émise. Et là, c'est ce qui est transmis, c'est-à-dire ce qui sort de votre échantillon. Alors maintenant, ça c'est le principe des appareils, donc spectrophotométriques, donc qu'on a confectionné pour qu'on ait une idée sur la quantité de matière dans votre échantillon. Votre échantillon, vous allez le mettre dans cette cuve-là ou dans un tube. Et puis, donc, ce tube-là va être traversé par une lumière donc avec une longueur d'onde bien précise, dans laquelle vous allez mesurer l'intensité avant et l'intensité après, l'intensité émise et l'intensité transmise. Et à travers ça, vous allez avoir une idée sur l'intensité lumineuse absorbée. Et c'est cette intensité lumineuse absorbée qui va nous donner donc une idée sur la quantité de matière. Dans le sens où on a essayé de voir la relation. On a essayé de déterminer la relation qui va relier la quantité de matière à la quantité de lumière absorbée. Alors pour ceci, donc c'est très facile. Donc pour faire ceci, c'est très facile, c'est-à-dire vous allez faire des expériences avec des quantités de matière connues, c'est vous qui allez les préparer, connues, avec des intensités lumineuses également connues, et vous allez voir ce qui se passe. C'est-à-dire quand vous allez mettre un gramme de votre matière, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir également ce qui se passe lorsque vous allez mettre 2 grammes, c'est-à-dire comment évolue l'intensité lumineuse ici absorbée en fonction de l'augmentation de la quantité de matière. C'est des expériences toutes simples et c'est des expériences qui ont été faites par deux scientifiques qu'on appelle Beer-Lambert. Et peut-être ça, maintenant, ça vous dit quelque chose. Donc, d'ailleurs, donc, en fait, le résultat de ces expériences, c'est ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. Alors, je répète, donc, pour essayer de découvrir donc, cette loi qui régit donc, l'absorption en fonction de la quantité de matière, c'est très simple, c'est-à-dire il faut faire plusieurs expériences, différentes expériences avec différentes quantités de matière, et à chaque fois, quand vous allez faire varier la quantité de matière, vous allez regarder un peu ce qui se passe quant à la lumière absorbée, c'est-à-dire vous dites, tiens, si je mets telle concentration, donc il y a telle quantité de lumière qui est absorbée. Si je double la quantité de matière, si je double ma concentration, est-ce que la quantité absorbée va doubler ou pas, ou va tripler, etc. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des relations empiriques. C'est-à-dire en fait, ça ne vient pas d'une démonstration scientifique, ça vient des expériences, c'est-à-dire on a fait beaucoup d'expériences et puis on a essayé de trouver la relation donc, qui relie donc, ceci. Donc en fait, je répète, ce sont 2 scientifiques, Beer et Lambert, donc en fait, qui ont fait ça et qui ont, en fin de compte, déduit, démontré donc la relation qu'il y a entre la quantité de matière et la quantité de lumière absorbée. Et ça s'appelle maintenant la loi de Beer-Lambert. Et c'est ce qu'on va essayer de voir la prochaine fois. Alors, merci pour votre suivi donc, de cette séance. Et merci d'avoir été muet, sage,
Vous n'avez pas fait de bruit. Donc maintenant, donc, vous pouvez éteindre vos machines et vous pouvez donc élever votre voix comme vous voulez et respirer comme vous voulez. Vous avez coupé donc en fait le souffle pendant 1 heure et demie. C'est déjà pas mal. Alors, le record, vous détenez le record de l'apnée. C'est déjà ça. Très bien. Allez, bon courage et à la prochaine. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur.